Il y a en Westphalie un jeune développeur du nom de Candide. Candide admire son mentor Pangloss, grand théoricien du développement par l'optimisme, avec qui il travaille sur une plateforme e-commerce du même nom, où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous connaissez sûrement cette plateforme parce que c'est le distributeur exclusif de la littérature technique d'O'Reilly. Donc vous pouvez voir quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre ici. Moving Fast et Breaking Things, Just Put the Technical Debt on My Credit Card, c'est un super bouquin. Et ça, c'est le livre de chevet de Maître Pangloss. Alors Candide, il adore sa plateforme parce qu'il la trouve vraiment simple d'utilisation en fait pour ses clients. Est-ce que c'est assez gros pour tout le monde? Oui, au fond? Ok, nickel. On est sur une magnifique mire de login et l'utilisateur, en fait, quand il a créé son compte, il n'a pas eu besoin de trop se casser la tête pour le mot de passe, 3 lettres suffit. Donc quand on se log, on arrive sur la page principale où on peut trouver les ouvrages que l'on peut acheter donc, sur la plateforme. Et là où Candide est vraiment très content, c'est que le positionnement de Pangloss est très clair sur le marché. C'est pour ça qu'ils vendent aussi des consoles vintage. Donc console dont Candide raffole, mais il aime surtout les offrir à sa douce et tendre Cunégonde en tant que cadeau pas du tout intéressé. Enfin bref, en tout cas, quand on veut acheter quelque chose sur Pangloss, il suffit de cliquer sur l'icône en bas à droite de l'item. Ensuite, on remplit son adresse. Tac. On clique sur Purchase. Waouh, le CSS s'est pas loadé. Et on arrive sur une magnifique page de commandes, de récapitulatif de commandes qui servent à de joyeux lutins à, à préparer le colis et à l'envoyer chez vous. Donc Candide et Pangloss espèrent vous revoir très bientôt sur la plateforme et vous rendre heureux à travers vos achats. Merci. Donc bonjour à tous. Comme vous l'avez deviné, je ne travaille pas pour Pangloss, mais je suis en fait tech lead à la Société Générale et je suis aussi membre de la fondation OWASP. Qui connaît? Ok, c'est cool. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif qui évangélise sur les best practices de sécurité et qui met à disposition aussi des outils qui permettent de renforcer la sécurité de nos applications, des outils open source. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour qu'on discute des erreurs les plus communes que l'on fait lorsqu'on développe des logiciels. Bien sûr, ces erreurs, Candide et Pangloss les ont faites quand ils ont développé, qui amènent malheureusement à des failles de sécurité. Ces failles, je vais vous les démontrer avec des hacking sessions, et on va voir comment les remédier par la suite. Donc là, on va faire tout ça sur un soft, le soft que je viens de vous démontrer tout à l'heure, donc qui est en deux parties, un back-end de Java Spring Boot et un front en Angular Node.js. Donc c'est pour cela qu'on va voir tout de suite comment se faire hacker bien comme il faut. Donc on va retourner à Candide. Un jour, en discutant avec un de ses amis, il apprend qu'il existe un nom d'utilisateur magique qui permettrait à qui que ce soit de se loguer sur n'importe quelle plateforme, enfin sur un grand nombre de plateformes, sans même avoir à spécifier de mot de passe. Donc Candide, au début, n'y croit pas trop, mais il demanda quand même à son ami quel était ce nom d'utilisateur magique. Il lui donna celui-ci. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est? C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y croit pas. Mais il s'est dit, je vais quand même essayer. Ça, c'est un nom d'utilisateur. Je vais retourner dans ma plateforme. Hop, back. Je vais me reloguer. Ouais, j'ai 2-3 trucs qu'on sautait. C'est pas très grave. Donc là, j'ai mis le nom d'utilisateur. Je ne mets pas de mot de passe. Je clique sur Login. Et là, comme par magie, nous voici logués. Et on n'est pas logué avec n'importe quel compte, mais avec celui de l'administrateur. Mais comment tout cela est possible, se demanda Candide. Eh bien sûr, il décida d'aller voir dans le code, voir ce qui se passe. Donc là, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une application Spring Boot en back-end. Ici, on a l'Authentication Provider, donc ce qui permet de nous authentifier. Et vous pouvez voir qu'en fait, on s'authentifie vis-à-vis d'une base de données SQL qui contient une table, users, qui liste les noms d'utilisateurs et le mot de passe, et les mots de passe. Et ici, vous avez la requête qui permet en fait de loguer les users. Vous voyez tous assez bien ou pas la requête derrière, en haut? Ouais, nickel. Ici, ce qu'on peut voir, c'est que les paramètres de la requête, qui sont en fait ce que l'utilisateur met dans la mire de login, sont injectés dans la requête par concaténation. Donc au début, Candide ne comprend pas trop comment ça marche, mais il eut l'idée de faire ceci, c'est-à-dire d'inliner directement ce nom d'utilisateur magique, là, comme ceci, et c'est là qu'il comprit.
En fait, il n'y a aucun moyen de faire la distinction entre la requête et ses paramètres. Et côté SQL, ce nom d'utilisateur magique, il l'interprète comme un fragment de requête. Ce qui fait que si là, cette requête, eh bien, je la résous, parce que là, en fait, il y a des petits commentaires, donc tout ce qui est après le commentaire, ça dégage. Vous voyez que déjà, la notion de password, elle n'existe plus. Bon, le OR 1 égale 1, ça c'est toujours vrai, donc la where clause, elle dégage. J'ai enlevé le limite sans faire exprès. Donc on se retrouve sur select all from users limite 1. Du coup, ça nous renvoie le premier utilisateur de la liste, qui est l'administrateur. Donc bon, il se dit, c'est pas cool. Ça, au passage, ça s'appelle une SQL injection, hein, c'est cette vulnérabilité. Et il se demande, mais comment faire pour se prémunir de ça? Donc en cherchant un petit peu, il tomba sur ce qu'on appelle les paramétrages query. Donc au lieu de faire des concaténations barbares comme ça, il va utiliser des placeholders qui sont ici des points d'interrogation. Voilà. Donc il y en a un pour le nom, un pour le mot de passe. Et par interpolation, on va y mettre les données de l'utilisateur. Donc là, il y a name et ensuite il y a le password. Voilà. Grâce à ça, en fait, on informe vraiment le côté SQL de l'application, qu'est-ce qui fait partie de la requête et qu'est-ce qui fait partie des paramètres. Voilà. Ce qui devrait nous assurer normalement de ne plus considérer ce nom d'utilisateur magique comme étant un fragment de requête. Mais on va le vérifier tout de suite, hein. On va retourner dans l'appli, on va se déloguer. Je vais mettre le nom d'utilisateur magique, faire F12, je vais essayer de le docker, vous allez me dire si c'est trop petit. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a dans les Developer Tools à droite? Ouais, nickel. Hop, il faut que je filtre. Alors là, je suis sûr qu'il y en a qui se disent, alors soit vous ne savez pas quel navigateur c'est, soit vous savez, enfin, mais pourquoi il utilise Edge? Ça, on va voir après. Alors là, je vais faire login. Tac, ça ne marche pas. Donc j'ai bien maintenant un 401 quand j'essaie de faire un post sur Sash Login, parce que bien sûr, bah là, il manque le password, ça ne peut pas marcher. Donc maintenant, on est prémuni. Ce qui est important, à chaque fois que vous faites des requêtes, enfin que vous écrivez des plans de requêtage, quelle que soit la techno que vous utilisez, ne faites pas de concaténation. Si vous faites des concaténations, vous offrez aux hackers des véritables interpréteurs de commandes. Et vous avez des attaques du même type d'injection en NoSQL avec MongoDB qui marche très très bien aussi. Donc tout ça, ça fait réfléchir Candide. Et il se dit, moi, je viens de me prendre conscience que sur mon appli, les hackers étaient capables de faire des choses dont je n'avais même pas idée. Et dans mon appli, bien sûr, moi je stocke les mots de passe utilisateurs. Et j'aimerais pas que les hackers soient capables de les récupérer. Bon, admettons qu'ils soient capables de récupérer les contenus des bases de données. Si ça arrive, j'aimerais au moins qu'ils ne soient pas capables d'exploiter les mots de passe. Donc il expose le problème à son maître Pangloss. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on fait nous, en fait, pour se prémunir de ce problème? Pangloss lui dit, t'inquiète pas, nous on hache les mots de passe en base. Ah bon? Lui dit Candide, pourtant je n'ai pas vu quoi que ce soit dans le code qui faisait ça. Il lui dit, mais si, et on utilise même l'algorithme de hachage le plus utilisé dans l'industrie. Vous avez une idée de lequel c'est? MD5? Non, c'est le HRE. Vous connaissez ça? Bah, pourtant, c'est la Human Readable Encryption, qu'on appelle le clear text. Alors, pour ceux qui ne me croient pas, les plus grands du web l'utilisent. Donc là, vous voyez qu'en mars, il y a un petit article qui dit que Facebook log les mots de passe en clair. Donc il n'est stocké pas en base de données en clair, mais il est logué en clair. Mais bon, ça fait peut-être marrer certains, mais personne n'a jamais eu un object user qui contient un champ password, à générer un toString et l'affiler à un logger. Jamais personne. En tout cas, si vous n'avez pas changé votre mot de passe Facebook depuis le mois de mars, même Instagram, je vous conseille de le faire. Donc un petit peu d'anachronisme. On retourne en 2014, et là, Candide, sur les conseils de Pangloss, s'inscrit sur un site qui s'appelle Ashley Madison. Qui c'est qui connaît? Il y en a qui osent lever la main. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site de rencontre extra-conjugal. À croire que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes avec Cunégonde. Donc au début, Candide, bien sûr, il n'est pas très chaud, il se dit... pas pour des problèmes d'éthique, mais plus parce qu'il n'a pas envie de se faire hacker et que ça se sache en fait qu'il soit sur ce truc-là et que ces données fuitent sur Internet. Mais Pangloss le rassura avec des gros raccourcis. Il lui dit, moi je connais des développeurs qui bossent là-bas et ils hachent les mots de passe avec MD5. Ah ouais, MD5, ça a l'air d'être safe, je ne sais pas trop ce que c'est un nom compliqué, c'est cool, Candide s'inscrit.
Malheureusement pour lui, un an plus tard, les hackers se sont pris à la pauvre Ashley. Ils ont récupéré la table qui contenait les mots de passe. Vous allez me dire, c'est pas grave, ils sont hachés. C'est vrai, ils sont hachés. Mais aux grandes dames de Candide, les hackers, aidés des arcs-en-ciel eux-mêmes, ont été capables de récupérer les mots de passe en clair. Donc, je ne parle pas de vrais arcs-en-ciel, je parle d'une technique en sécurité qui s'appelle les Rainbow Tables. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce de grande table immense dans laquelle on a précalculé énormément de hashes et qui permet à partir d'un hash de récupérer un mot de passe en clair ou un mot de passe en clair qui collisionne. Et ça marche très bien avec MD5, SHA-1 et SHA-2. Ce qui fait que Candide a pris de la manière la plus difficile qui soit un divorce, que MD5, c'est pas safe. Alors, il faut utiliser quoi à la place? SHA-256, j'ai entendu. Eh ben, je vais vous montrer un truc. Je ne suis pas sur Internet. Bon, c'est pas grave, je vais le faire très rapidement. Tac, normalement, c'est déjà, voilà, c'est déjà enregistré. Alors, je vais vous montrer un truc sympa. Il y en a peut-être qui se doutent de ce qui va se passer. Voilà. Bon, je vais choisir un mot de passe. Là, je vais faire un hash de SHA-256 d'un mot de passe qu'un orga de Sunitech n'a jamais utilisé, qui s'appelle Sunitech. Vous allez me dire, à part vous, qui utilise des mots de passe comme ça, les gars? Mais admettons. Donc là, j'ai un gros hash SHA-256, vous êtes tous d'accord? Et je vais aller dans un autre truc, qui est une Rainbow Table. Hop, ça charge. Je vais mettre le SHA-256 là. Je vais faire « Je ne suis pas un robot », parce que je ne suis pas un robot. Et je vais faire « crack hash ». Oh, il a été capable de retrouver que c'était Sunitech. Parce que ça a été précalculé. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, mais Sunitech, ça marche. Donc il ne faut pas utiliser SHA-256. Donc, Candide se dit, mais qu'est-ce que je vais utiliser? Parce que je n'ai pas forcément envie que mes propres utilisateurs aient les mêmes déconvenus que moi. Eh bien, il découvrit un algorithme qui s'appelle Bcrypt. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent? C'est bien. Pourquoi vous ne l'utilisez pas? Je fais exprès, je ne sais pas si vous ne l'utilisez pas. Alors, Bcrypt. Je vais vous montrer pourquoi Bcrypt est mieux que SHA-256. En fait, il a une particularité que n'a pas SHA-256. Et je vous ai fait un tout petit programme là qui le démontre. Ça s'appuie sur Spring Security. Il y a des gens qui font du Spring ici. Ouais, il y en a pas mal. Bon, après, ça existe dans d'autres frameworks que Spring, hein, mais je vais vous démontrer le concept. Donc ici, j'ai un encodeur Bcrypt. J'ai la liste des mots de passe de l'application. Et attention là-dedans, il y a celui de l'administrateur, jamais vous allez deviner lequel c'est. Hein. Donc, chacun de ces mots de passe, on va les hasher 4 fois. Ici, on va les hasher 4 fois. Donc, c'est le même mot de passe qui est haché 4 fois. Et ensuite, au codeur qui vient de hasher ce mot de passe, je vais lui demander, tiens, dis-moi s'il correspond au mot de passe en clair. Alors, pourquoi je fais ça 4 fois? Eh bien, simplement parce que... Hop, voilà. Parce que c'est un algorithme non prédictif, comme vous pouvez le voir ici. À chaque itération, la valeur du hash est différente. Ce qui fait que les attaques de type Rainbow Table, elles sont quasiment inefficaces sur du Bcrypt. Mais attention, c'est pour cela qu'il faut... Enfin, du coup, on revient sur une complexité qui est celle d'un brute force. Donc attention, c'est pour cela qu'il ne faut pas utiliser des mots de passe très courts comme PWD, parce que ça se craque très vite en brute force, 3 lettres, ou bien des mots de passe archi connus comme admin, que jamais personne ici n'a utilisé sur Grafana ou Kibana en production. Donc, Candide se dit qu'il va changer la manière dont il va bootstrapper les utilisateurs en base de données. Donc, hop, il va aller dans son script qui fait ça. Il est ici, voilà. Il va, vous voyez bien en haut, hein, ça c'est du pur HR I. Hein. Les mots de passe, c'est le deuxième truc. Donc il se dit, bon, allez, on va hacher les mots de passe. Donc malheureusement pour nous, bien sûr, ça ne marche pas de manière built-in avec SQL. Donc, je vais aller assez vite pour ceux qui ne font pas du Spring Boot. Mais pour ceux qui en font, on va dans notre Web Security Config. C'est pas le bon. Web Security Config. Et là, on va dire, bon, tu oublies le truc pourri qu'on a fait tout à l'heure qui nous permettait de nous authentifier. On va utiliser un truc qui vient de Spring directement, comme vous pouvez le voir là. Donc une JDBC Authentication. Et ils font les choses bien parce qu'ils nous obligent en fait à utiliser des paramétrages query comme vous pouvez le voir ici. D'accord? Ce qui fait qu'on ne sera pas, grâce à ça, vulnérable à une SQL injection. Moi, je l'ai fait tout seul, je me suis fait avoir.
utilisent des choses built-in parce qu'ils pensent à tout ça. Donc comment ça marche? En fait, ils vont récupérer l'entrée qui correspond à l'utilisateur, qui contient le hash. L'utilisateur a mis son mot de passe en clair, dans la mire de login. Et grâce ici à l'encodeur, programmatiquement, on va vérifier que ça match. Si ça ne match pas, pas de login. Donc on va vérifier tout de suite que ça fonctionne toujours, maintenant que j'ai cette intégration-là. Il ne m'a pas relancé le bon truc. L'autre truc s'est relancé. Hop, on retourne dans l'appli. Voilà. Oui, bon, je peux le laisser comme ça. Tac, user, password. Je suis logué, c'est génial. Donc maintenant, on est un peu plus safe parce qu'on stocke les mots de passe hachés. Vous voyez là, sur le panel de droite, vous savez ce que c'est ça? Le truc avec tout ça ici, là. Tout ça. Comment? Ouais, c'est les Developer Tools. Les Developer Tools, en fait, ça fait partie des meilleurs amis des hackers. En fait, ça leur permet de voir ce qui se passe sur le réseau. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un endpoint qui s'appelle Items, donc en fait qui permet de charger la partie centrale de l'application. Donc, c'est du REST derrière. Et bien sûr, les hackers connaissent REST, ils connaissent HTTP. Donc quand tu fais un get de /item /id item, tu es censé récupérer l'item. Facile. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais un delete de /items /id de l'item? Sur la sémantique REST, on est censé pouvoir supprimer un objet d'une collection. Enfin là, les items. Ils vont se dire, tiens, ce serait marrant de voir si ça marche. Bon, on va faire ça. Bon, il nous faut un ID d'items. Tac, ici j'en ai un. Expert Excuses for Not Writing Unit Test. C'est un super bouquin. Il correspond à la petite girafe qui est ici à gauche. Mais si vous ne l'avez pas, lisez-le. Hein. C'est bien sur les code review de se justifier de ne pas faire de test unitaire. Donc, j'ai préparé tout ça en fait dans Postman. Une petite requête qui me permet de faire mon delete. Alors, est-ce que c'est assez grand là, Postman? Ouais. Donc là, j'ai mon ID. Et regardez, je suis authentifié en tant qu'utilisateur standard. Je vais faire un send. Voilà. Là, il répond, j'ai une 200. Donc a priori, ça s'est bien passé. Et j'ai un contenu là. A priori, la ressource. Donc on va voir ce qui s'est passé côté serveur. Ici, je vais faire F5. On va voir si la girafe a disparu. Elle a disparu. Ça a l'air tout bête, mais c'est hyper commun. En fait, nos amis Candide et Pangloss, pour ceux qui ne verraient pas encore le problème, quand ils ont développé la feature qui permettait de supprimer un item du catalogue, ils ont réfléchi de but en blanc à ce qu'ils devaient faire d'un point de vue technique. Ça, voilà, tu fais delete et puis c'est cool, c'est fini. Mais ils n'ont pas réfléchi au persona. S'ils l'avaient fait, en fait, ils se seraient dit, mais à qui est destinée cette feature? Non, on ne veut pas qu'un utilisateur standard soit capable de supprimer un item de la prod. En fait, ce qui manque ici, c'est ce qu'on appelle les ACL, donc l'Access Control Layer. Donc pour ça, on va utiliser ici une intégration en AOP de Spring Security. Donc pour faire simple, on va vérifier à la volée que l'utilisateur qui est connecté et qui essaye d'appeler cet endpoint a bien les autorités d'administrateur. Hop. Alors, je sais que ça peut paraître tout bête, mais c'est vraiment très très commun. Je vous invite à refaire une passe en fait sur tous vos endpoints et de vérifier que vous n'avez pas oublié des privilèges. Donc, on va voir tout de suite si on n'est plus capable de supprimer un item en production, maintenant, en tant qu'utilisateur standard. C'est le cas. J'ai une 403 forbidden, accès refusé, on est safe. Cependant, je vais vous parler d'une autre personne qui bosse chez Pangloss, qui s'appelle Quincambo. C'est un administrateur, et ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu d'augmentation. Les entretiens annuels viennent de passer, et je vous laisse imaginer quelle en a été l'issue, parce qu'il va se connecter en prod avec son compte d'administrateur, qui permet de savoir que c'est lui, ils sont plusieurs. Donc il se connecte, il n'est pas content, et hop, il efface l'item de la prod. Donc les jours passent, et là on se rend compte que le best-seller, on ne le vend plus. Catastrophe, que s'est-il passé? On perd énormément d'argent. Candide et Pangloss se disent, je vais aller dans les logs pour voir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les logs? L'heure à laquelle une action a été faite, la caractéristique de cette action, le verbe HTTP, l'URL, le statut HTTP, mais qui a fait quoi? On ne sait pas. Donc ils se disent, on sait que dans le code, il n'y a que les administrateurs qui sont capables de supprimer des items de la production. Donc, on va demander à chacun des admins. Tout le monde dit, mais non, moi j'ai rien fait.
Surtout Kakambo qui lui nie, hein, il n'a pas intérêt de dire la vérité. Et ça, en sécurité, ça s'appelle la répudiation. Donc ce qu'il faut faire pour se prémunir de ça, c'est de rattacher à chacune des logs, eh bien, chaque action faite par un utilisateur, on doit savoir qui l'a faite. Donc ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le talk est en deux parties, hein. Il y a la partie facile, hein, et après on va attaquer les trucs beaucoup plus costauds. Donc ici, hop, ce que je vais faire, c'est vraiment très bête. Enfin, très bête, c'est pas bête, mais c'est, on va dire, très obvious. Application.yml, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la configuration de l'application. Et dans les patterns d'access log, je vais dire, tu me rajoutes le user ID. Alors ça ne marche pas de manière built-in en Spring, hein. J'ai dû faire du code derrière. Mais grâce à ça, normalement, je vais loguer l'utilisateur qui fait l'action. Mais user ID et non pas le username. Pourquoi? GDPR, ça c'est la bonne réponse. Pourquoi? Parce que si vous avez utilisé le nom d'utilisateur et qui vous dit « oubliez-moi », vous faites quoi de vos logs? Vous les jetez? Vous jetez que les logs qui ont à voir avec ce gars-là? C'est une véritable galère. Donc si vous utilisez les user ID, vous pouvez l'anonymiser en base. Toutes les données personnelles, vous les enlevez, mais vous gardez l'entrée et vous pouvez garder vos logs. Mais c'est aussi pour ça que si vous utilisez les emails dans les user ID, vous êtes mort, en fait. Mais il faut y penser, hein. Donc là, je vais juste refaire mes commandes. Voilà. Juste pour voir que maintenant, eh bien, on va loguer les user ID, même si ce n'est pas très intéressant, parce que ça prend un petit peu de temps à arriver dans le log. Mais ça nous permet maintenant de savoir qui a fait quoi. Cependant, tout à l'heure, je vous ai dit son nom d'utilisateur permettait de pas du tout le différencier, hein, ironiquement. Voilà, les user ID. Et ça, c'est un problème. Si vous avez, par exemple, une population qui partage un même compte, vous allez avoir aussi des phénomènes de répudiation. Si vous avez 100 administrateurs, qui a fait quoi? On n'en sait rien. Donc il faut avoir des comptes différenciés. Et même si la personne n'est pas malveillante, si une personne s'est fait hacker, vous savez qu'un admin s'est fait hacker, vous ne savez pas lequel c'est. Eh bien, vous savez quelle action a été faite, eh bien, en sachant que, vous pouvez, par exemple, si vous arrivez à retrouver l'action, retrouver la personne qui s'est fait hacker et orienter en fait le debugging autour de lui. Je vous jure que le jour où vous faites hacker et que vous savez, vous allez être tellement sous pression que vaut mieux être très bien armé pour retrouver les choses très rapidement. Donc ça, c'est la fin de la partie facile. On va enchaîner sur un autre truc qui est très sympa. Je voudrais savoir ici qui fait du XML. Ah, d'accord. Il y a des gens qui font de l'XML en endpoint. Je veux dire, vous échangez des messages en XML. Oui, même si ce n'est pas le cas, en fait, c'est quand même un truc sympa. Vous connaissez tous XML? Ou je suis trop vieux? Non, quand même. OK, donc en fait, les endpoints de Pangloss sont aussi exposés en XML. Je ne sais pas si c'est pas trop petit, mais ces endpoints-là, ils sont exposés en XML pour s'interfacer avec des systèmes legacy, on va dire. Là, j'ai exactement la requête que je vous ai montrée tout à l'heure en XML. Et donc là, pour récupérer l'ensemble des items rattachés à une catégorie, je donne l'ID de ma catégorie, en fait, ici. Je fais send. Je crois que je l'ai déjà fait, voilà. Et puis, j'ai la liste de mes items attachés, et c'est cool, c'est en XML. Le hacker tout à l'heure, ce qu'il a fait, c'est qu'il a joué avec les verbes HTTP, mais ils aiment jouer aussi avec vos payloads. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se disent, tiens, au lieu d'utiliser un nom de catégorie qui existe, j'utilisais ça, voilà. Il se dit, ça ne va pas marcher. Enfin, il espère que ça ne va pas marcher. Parce que sinon, comment vous avez codé votre app? Donc, il espère que ça ne marche pas. Et effectivement, ça ne va même pas fonctionner. On a une bad request. On nous dit no item found for catégorie blablabla. Voilà, message d'erreur classique. Cependant, il y a une information qui est hyper importante pour le hacker ici. C'est le fait que vous lui avez redonné exactement ce qu'il a tapé. Et il se dit, si vous n'avez pas fait d'input validation ou d'autres trucs sympas, qu'il faudrait faire, je vais pouvoir faire des choses vraiment cool avec l'application. Notamment en utilisant une super feature d'XML qui s'appelle les external entities. Qui c'est qui connaît les external entities? Quelques-uns. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que c'est dans la norme et c'est hyper bien comme feature. Alors, je vais réécrire ma commande de tout à l'heure, mais regardez,
cette fois-ci, au lieu d'utiliser une valeur pour ma catégorie, j'ai une référence. Comment je vois que c'est une référence? Eh bien simplement parce qu'elle est précédée d'un et commercial et elle termine par un point virgule. Plus haut, j'ai défini une entité XML. Vous ne savez peut-être pas, mais on peut en faire comme ça. C'est comme si j'avais une petite variable là. Et cette variable, qui a un nom arbitraire qui s'appelle file, est d'un type pas du tout arbitraire du tout, qui est système. Il y en a d'autres, mais on ne va pas les voir. Et là, il y a une petite valeur en string qui dénote d'un fichier sur le serveur distant. C'est le fichier qui permet de charger les utilisateurs en base de données. Donc quand je vais envoyer ça à mon back-end, je me dis, il ne va pas être capable de savoir quelle catégorie c'est, je vais avoir un message d'erreur. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Donc là, on va voir qu'on a notre bad request. Donc effectivement, on a un beau message d'erreur. Donc j'ai le no item found for category en bas. Puis après, j'ai quoi d'habitude? J'ai le nom de la catégorie. C'est le contenu du fichier. C'est cool, hein, l'external entity en XML. Heureusement que tout à l'heure, Candide, il a haché les mots de passe, parce que sinon, on les aurait en clair. Donc c'est pour cela que ces fichiers-là, il ne faut pas les stocker à côté de votre app, parce qu'ils vont être capables de récupérer on va dire ces données sensibles, parce que là, il y a des mots de passe. Mais c'est aussi pour ça que dans votre configuration, là c'est l'application.yml, il ne faut surtout pas stocker des mots de passe en clair. Ou bien de stocker le pass du keystore qui sécurise la connexion SSL qui contient la clé privée. Parce que là, je peux la récupérer. C'est cool, hein? Alors, ne stockez jamais à côté de votre app vos secrets. Utilisez des outils comme HashiCorp Vault. Eux, ils vont bootstrapper de manière sécurisée toutes ces informations-là sans que vous ayez à les stocker. Je ne vais pas vous montrer ces outils-là, c'est un petit peu long à mettre ça en place. Vous aurez un lien dans mes slides si vous voulez aller plus loin. Ce qu'on va voir là, c'est comment se prémunir de ce problème qui est en fait les external entities. Donc, on va aller voir dans le code ce qui se passe et vous allez me dire si vous voyez des choses qui sont suspectes. Vous voyez, il y a deux pauvres lignes ici. Qui fait du Jackson ici? D'accord? Donc, en fait, ici, on initialise notre serializer des serializers XML. Vous voyez des choses suspectes dans ces lignes ou pas? En fait, a priori, il n'y a rien de suspect. Mais un serializer des serializers XML, ça s'appuie sur un parseur XML. Le parseur, lui, applique la norme. Et donc, par défaut, les external entities sont activées. Donc, il faut explicitement les désactiver. C'est ce que je vais faire tout de suite. Pardon, comme ça. Là, vous voyez, je dis, je ne veux pas le support d'external entity parce que c'est pas bien. Donc à chaque fois que vous utilisez un serializer des serializers XML ou un parseur XML, vérifiez que ce truc-là est bien désactivé, sinon vous allez avoir de belles surprises. Donc je vais juste relancer l'application. Mais bon, pour ceux qui font du Jackson, j'imagine qu'il y en a qui font de l'Object Mapper, non? Oui. Combien il y en a qui font des New Object Mapper? Il y en a certains. Hein. Alors, il ne faut pas faire ça, comme il ne faut pas faire de New XML Mapper. Pourquoi? Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, Spring vous met à disposition un Jackson to Object Mapper Builder qui contient en fait deux factories d'Object Mapper, enfin de builder d'Object Mapper, un pour l'XML et un pour l'Object Mapper JSON. Et si j'avais utilisé celui d'XML, en fait, Spring fait les choses bien. En fait, vous allez voir que eux, par défaut, en fait, ils le construisent de manière sécurisée. Si j'avais utilisé ça, je n'aurais pas été vulnérable à cette attaque. Voilà, donc arrêtez d'instancier vos object mappers à la main. On va juste vérifier que maintenant on est plus vulnérable à notre attaque. Je renvoie mon attaque. Et là, vous voyez, j'ai une 403 forbidden et j'ai un undeclared general entity file. Il est plus capable de résoudre mon external entity. Et là, je suis prémuni de ce problème-là. Très bien. On va voir un autre truc. Tac. On va revenir à Candide, pardon. Et Candide, en ce moment, il est en train de faire son shopping sur la plateforme, donc il est connecté. Tac, comme ça. Oups, j'ai tapé n'importe quoi. Est-ce que l'appli n'aurait pas démarré par hasard? Tac. Ah, petit effet démo. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis peut-être allé trop vite tout à l'heure quand j'ai retapé le truc. Bon, c'est pas grave. Bon, des fois, c'est le front qui pète.
Allez, log-toi. Non, il veut pas. Bon, bah super. Effet démo, encore une fois. Je relog. Tac. Hop. À moins que c'est moi qui ai des doigts pourris. C'est moi qui ai des doigts pourris. Bon, bref. Il est connecté, en fait, sur la plateforme. Il fait son shopping, il est content. Et là, il reçoit un email. Cher utilisateur de Pangloss, nous sommes vraiment contents de t'offrir 80% de réduction. C'est une offre limitée dans le temps. Ne perds pas de temps et clique vite sur ce lien. Alors bien sûr, il le fait, hein, parce que lui, il veut bénéficier de cette réduction. Et il arrive sur ce site. On va oublier la mire de login, c'est pour plus tard. Il arrive sur ce site, on lui dit, bah tiens, super, tu as 80% de réduction, mais il ne sait pas comment les utiliser. Hein. Donc il appelle la compagnie Pangloss, qui lui dit, bah on n'a jamais envoyé cet email. Tiens, c'est bizarre, pourtant j'ai reçu un truc. Moi, il ne comprend pas, il lâche l'affaire, mais quelques jours plus tard, en regardant ses relevés de compte, ah bah tiens, on vient de me débiter d'une super somme qui vient de la compagnie Pangloss et j'ai rien acheté. En fait, il vient de se faire hacker. Ce mail-là, c'est ce qu'on a... pardon, il ne m'a pas mis le mail. Ce mail-là, c'est ce qu'on appelle du phishing. Donc ils ont repris en fait le code, le style de Pangloss pour faire croire aux gens que c'est un mail officiel. Le site qui est là, en fait, est un site malveillant qui est hosté sur un port qui n'est pas celui de l'application. Là, vous voyez, on a 9571 qui est en fait le site malveillant. Et le site, on va dire, qui n'est pas malveillant, lui, il est sur 11 759. Mais il n'est pas allé regarder l'URL, il a juste vu les codes de Pangloss, il était content. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur cette page? On va zoomer un petit peu. Je vais me mettre en XHR, voilà. F5. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur cette page? Ah bah tiens, il y a des requêtes qui partent. Et ces requêtes, elles vont vers le backend de Pangloss. Pourquoi il y a des requêtes? Bon, on va regarder dans le code de la page. Vous voyez ici, il y a un onload sur le body d'une fonction. Cette fonction, elle est définie en fait dans la balise script, ici. Vous pouvez voir que les hackers ont suivi les préceptes de Clean Code. La fonction s'appelle hack. Donc on sait pourquoi elle est là et à quoi elle sert. Donc là, on a un panier carte, d'accord, dans laquelle eh bien, on a mis un item qui est vraiment très cher et on a mis l'adresse du hacker. Okay. Ensuite, ce panier, on fait un post sur le backend de Pangloss, ici. Donc on va dire que ça l'achète vraiment, en fait, ce panier. Et en fait, ça s'est exécuté quand il est arrivé sur la page. Pourquoi ça s'exécute? Eh bien, en fait, normalement, on est censé être logué. Ben oui, mais là, en fait, Candide, il est logué, lui, sur l'application à côté. Et même s'il n'était pas actuellement sur l'application, si vous avez des systèmes de token Remember Me, eh bien, ouais, ça peut marcher aussi. Donc, comment on se prémunit de cette attaque qui s'appelle une Cross-Site Request Forgery? On va revenir au niveau du réseau. Et regardez, en fait, il y a deux requêtes qui passent. Pourtant, on n'en a vu qu'une seule dans le code. Pourquoi? Eh bien, les navigateurs modernes, même ce truc-là, en fait, suivent une norme qui s'appelle les Cross-Origin Resource Sharing. Qu'est-ce que ça dit? En fait, quand vous avez un script qui est hosté par un serveur A, et qu'il essaye d'accéder aux ressources d'un serveur B, le navigateur va d'abord demander à B si A a le droit d'accéder à ces ressources. Comment ça marche? Eh bien, vous voyez, là, le script voulait faire un post sur le cart. Le navigateur va faire « Attends d'abord, je vais faire ce qu'on appelle dans le jargon une pre-flight request. Je garde ton URL, mais je vais mettre un options à la place. » Là, c'est comme ça qu'il va demander en fait au back. Au back, ensuite, il lui positionne des headers qui ne sont pas accessibles à JavaScript, sinon c'est trop facile pour les hackers. Et dans ces headers, on va lui dire, tiens, j'ai un gars là, 9571, donc c'est le site malveillant, qui essaye de faire un post avec un header qui s'appelle Access Control Request Method sur ton URL là. Et là, le backend lui a dit, eh ben mon gars, moi, j'autorise 9571, Access Control Holo Origin, à faire un post Access Control Holo Method sur cette URL. Et c'est pour ça qu'en fait, le navigateur derrière, eh bien, il a exécuté le post. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Peut-être que je vous ai un petit peu perdu. En fait, ça veut dire que Pangloss et Candide se sont foirés quelque part. Parce que par défaut, si vous ne positionnez pas ces headers, on va dire, de manière explicite, le backend va rien répondre et le browser va refuser de processer la requête.
Alors pourquoi ces headers sont là? Eh bien simplement parce que quand ils ont voulu intégrer leur front et leur back, sachant qu'ils sont sur des origines différentes, parce que le port, en fait, sachez que ça change l'origine, hein, même si vous avez le même hostname. Donc le front et le back sont sur des origines différentes. Ils ont essayé de faire marcher l'un avec l'autre, ça ne marchait pas. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils sont allés sur Stack Overflow. Ils ont fait, mais je comprends pas, ça marche pas. Et il y a un mec qui leur a dit, moi j'ai la solution, mon gars. En fait, il faut que tu fasses ça. Donc, tu fais un petit filtre de cross-origin, de coarse filter, et tu dis, bah, tu mets une étoile dans le holo origine. Ah oui, ça marche maintenant, mais ça marche trop même. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas permettre à tout le monde d'accéder à notre back-end, mais plutôt de dire, bah tiens, moi je veux qu'il n'y ait que mon front-end qui soit capable d'avoir des scripts qui peut appeler mon back. Donc on va vérifier maintenant ce qui se passe une fois qu'on a mis ça en place. Tac. Donc, il faut que je me relogue parce que sinon c'est triché, parce qu'en fait, je fais l'authentification en session. Donc, à chaque fois que je redémarre, je perds mon contexte d'authentification. Voilà, donc je suis logué. On va retourner ici sur l'app. Je vais faire l'app malveillante. Je fais F5. Ça arrive, hein, c'est Edge, c'est pas très rapide. Bon, là, t'es vraiment pas rapide, là, mon gars. F5. Ça arrive. Voilà. J'ai qu'une seule requête qui passe maintenant. C'est toujours l'options, mais là, maintenant, j'ai une 403. Voilà. Donc ça, c'est les cross-origin resource sharing. Cependant, ce truc-là n'a pas du tout été fait pour de la sécurité. Ce truc-là a plusieurs gros problèmes. Le premier, c'est que déjà, son comportement dépend du navigateur. Et malheureusement pour nous, il y a des gens qui adorent Internet Explorer. Et que ensuite, le problème, c'est que même dans la norme, eh bien, c'est là où on va revenir à la mire de login qui est ici. Ça, c'est une mire de login déportée. Et cette mire de login, elle pointe vers le back-end de Pangloss. Regardez ce qui se passe quand je vais essayer de me loguer dessus. Donc déjà, je vais changer mon filtre. Si je retrouve mes filtres, ils sont là. Tac, parce que là, du coup, ce n'est plus une requête Ajax. Hop, donc je me log. Je suis sur site malveillant. Hein. Je me log. Tiens, j'ai un message qui me dit que je suis authentifié. Et le post sur /login me renvoie une 200. J'ai réussi à m'authentifier. Pourtant, j'étais soi-disant protégé. Eh bien, ça, c'est parce que dans les cross-origin resource sharing, en fait, la pre-flight request, l'options, dans la norme, on ne la fait pas si, par exemple, on n'est pas en requête Ajax et qu'on est dans un content type qui est de type form URL encoded. Donc ça, vous faites la même chose sur Firefox, ça marche. Vous faites la même chose sur Chrome, ça ne fonctionne pas. Allez savoir pourquoi. Google a décidé de ne pas suivre la norme. Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir de ce problème? Eh bien, en sécurité, on a ce qu'on appelle les CSRF tokens. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent en production? Il y en a un peu moins, beaucoup moins quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un secret qu'on va générer côté back-end et on va l'envoyer qu'à notre front. Ensuite, au front, on va lui dire, à chaque fois que tu essayes de modifier la data chez moi, tu vas me refiler ce secret. Donc à chaque fois qu'on fait un put, un patch, un post, un delete. Et côté back, si le secret n'est pas présent ou s'il est invalide, c'est le back qui va refuser de processer la request. Donc, ce qui fait qu'au lieu de déporter les contraintes, les checks de sécurité d'une certaine manière à votre browser, eh bien, vous les laissez dans votre back-end. Et donc, si le mec utilise Internet Explorer, ça va fonctionner de la même manière. Donc, comment on fait marcher ça, notamment quand on fait du Spring? Eh bien, sachez que si vous faites du Spring Security, par défaut, et du Spring Boot, par défaut, cette protection est activée. Mais nos amis, quand ils ont essayé de faire marcher leur front et leur back, ils ont eu des problèmes. Ils sont allés chercher encore sur Stack Overflow. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont inventé pour nous empêcher de bosser? Encore ça, les CSRF tokens, je ne sais pas ce que c'est. Ils ont fait un gros disable dessus. Bon, jamais personne n'a vu ça dans du code, j'imagine. Hein. Donc, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. On va dire, bah, c'est évident, alors il faut le laisser. Oui, mais sauf que ça ne résout pas notre problème. Pourquoi? En fait, quand vous utilisez le truc par défaut de Spring, il s'attend à ce que vous renderez votre page HTML dans le contexte Spring. Or là, je fais du Node.js. Je ne veux pas du Spring là-dedans. Enfin, s'il y en a qui ont réussi à mettre un contexte Spring dans du Node, c'est des fous. Mais il ne faut pas faire ça. Donc, en plus, je fais du client-side rendering. Donc en plus, c'est dans le browser. Donc comment ça marche? Je ne peux pas avoir de contexte Spring. En fait, Spring, avec l'intégration par défaut, il génère une page HTML, il injecte les secrets dedans, et c'est pour ça que ça marche.
Heureusement pour moi, et pour nous peut-être, pour ceux qui font de l'Angular et du Spring, Angular et Spring supportent l'échange de tokens par cookie. Donc là, en fait, donc c'est built-in en Angular. En Spring, il faut juste lui dire, avec un peu de configuration, moi je veux un repository de CSRF token sous forme de cookies, d'accord? Mais ces cookies, et vous allez voir, de toute façon, il n'y a pas le choix, je veux qu'ils aient une particularité, c'est que l'HTTP only est à false. Alors pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Quand vous mettez HTTP only à true, ça veut juste dire que le browser peut accéder aux cookies, mais pas JavaScript. Généralement, on fait ça pour éviter de se faire hacker, parce que quand JavaScript a accès aux cookies, c'est pas terrible. Cependant, si je fais ça, Angular ne sera pas capable en fait, de lire le token, puisque c'est du JavaScript. Donc je suis obligé de faire ça. Alors comment je me prémunis du fait que n'importe quel JS est capable de lire ce token CSRF? Eh bien, quand on va échanger le token avec le front, donc là j'ai mon endpoint qui me permet de récupérer le token, eh bien je vais mettre une cross origin qui dit qu'il n'y a que mon front qui a le droit de le faire. D'accord? Donc généralement ça passe en Ajax et en JSON, donc on est protégé, même dans la norme. Donc une fois que j'ai tout ça d'activé, comment ça fonctionne? Tout ce que je vous ai décrit, on va le voir là en live. Donc on va retourner sur l'appli. Sur l'appli, je vais supprimer toutes les logs, je vais me déloguer. On va regarder ce qui se passe sur le réseau. Je vais virer les cookies. Voilà. Donc, on va se loguer. Voilà. Là, normalement, on va voir passer l'endpoint CSRF qui est appelé. On récupère le secret qui est là, dans le token. Et le backend dit à mon front, stocke ce token CSRF dans un cookie. Donc, c'est dans un cookie. Ensuite, Angular, la première chose que j'ai fait en me loguant, c'est un post sur login. Donc il dit, tiens, je vais le donner le token CSRF. Il le fait en positionnant un header, et ça, c'est automatique. Là, on a un XSRF token dans le header. Comme ça, mon back a été capable, en fait, de le récupérer. Et ensuite, il processe la requête. Et ce qui est super important, c'est peut-être un truc que vous ne savez pas si vous ne faites pas d'authentification en session, mais une fois qu'on est logué, on régénère les JSession ID, parce que sinon on est vulnérable à des session fixation. Bon, on ne parlerait pas plus que ça, mais on régénère aussi le token CSRF1. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur la mire de login déportée. Vous savez, tout à l'heure, on était capable de se loguer dessus. On va voir ce qui se passe. Donc je vais retenter de me loguer maintenant. Donc cette mire de login, elle est sur un site qui n'a pas accès à mon cookie. Parce que mon cookie, il est sur le domaine en fait, de l'application Pangloss. Et là, on est sur un domaine différent, ce n'est pas les mêmes ports. Donc, il ne peut pas avoir accès au cookie. Donc, si je fais submit, vous voyez là, j'ai une grosse erreur. J'ai une 403. Donc, ça, c'est le get du login, ce n'est pas le post. De toute façon, hop. Donc, j'ai une grosse 403. Il me dit invalide CSRF token. Maintenant, je suis protégé. Bon, y a quelques trucs sympas encore. Ce n'est pas fini. On va retourner sur la page ici. Donc, je vais dégager les Developer Tools, s'ils veulent bien se dégager. Vous voyez, là, j'ai un champ adresse. Qu'est-ce qui se passerait si, par hasard, j'étais capable aussi de trouver une adresse magique? Est-ce que ça existe, les adresses magiques? Mais bien sûr que les adresses magiques existent. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai préparé une petite adresse magique qui est là. Hop. Elle commence par 15 rue du Meilleur du Monde à Paris. Et derrière ça, j'ai une balise script. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Alors, la première fonction, on s'en tape. On a encore une fonction hack. Super. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction hack? Elle récupère le panier courant, l'URL du panier courant. Elle prépare une requête patch. Donc, patch veut dire qu'on veut modifier le panier courant. Et là, regardez, tiens, on essaye de récupérer le token CSRF du cookie. Alors c'est vrai que de manière purement théorique, JavaScript a le droit de le faire. Mais pour que ça marche, il faut que ce script il soit hosté par mon propre front, parce que sinon il n'est pas dans le domaine du cookie, il ne peut pas y avoir accès. Bon, on va voir ça un petit peu après. Donc dans le contenu en fait, de l'attaque, je fais du JSON patch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on passe des opérations. Je dis que je fais un replace dans mon JSON qui représente mon panier de l'adresse, et je vais mettre comme valeur 42 rue du hacker. D'accord? Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais on va voir en live ce que ça donne tout ça. Et cette fonction hack, je la rattache au gros bouton Go Shopping de la page récapitulative de commande. Alors, on va essayer tout ça. Je prends cette adresse magique, je retourne dans mon app,
Donc je mets ça dans le champ adresse, je fais purchase. Ah là, ça s'est bien affiché. Donc, vous vous rappelez, au début, j'avais 15 rue des meilleurs du monde à Paris. On le voit ici. Pourtant, la balise script, elle n'a pas été, on ne le voit pas, hein, tout le code qui était après, c'est pas du tout affiché. Pourtant, est-ce que c'est là? Bon, on va vérifier ça tout de suite. On va aller sur l'adresse qui est là. Et regardez, le script est ici. Qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, dans l'adresse, j'ai mis du script. Ça a été stocké dans mon back-end. Et quand mon front m'a demandé à mon back, tiens, j'ai besoin de renderer l'adresse, le back lui a tout filé. Et il s'est fait avoir, en fait, il a renderé le script dedans, ce qui fait que ce script est servi par mon front. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, hein, je vais cliquer sur Back to Shopping. Voilà, donc je reviens sur la page principale. Je vais me remettre sur le réseau. Et normalement, on voit bien qu'il y a une requête patch qui est passée sur mon carte. Donc, quelque chose a modifié, en fait, mon panier. Donc, maintenant, regardez, je vais faire Back. Donc, je vais enlever les tools à côté pour que ce soit plus lisible. Je vais faire back, donc je vais revenir sur la page précédente. Donc comme adresse dans mon panier, j'avais 15 rue du meilleur du monde à Paris, et là j'ai 42 rue du hacker. Cette attaque-là, ça s'appelle du cross-site scripting. Et quand vous êtes vulnérable à ce truc-là, tout le reste ne sert à rien. CSRF, tout ça, vous oubliez. Parce que là, comme c'est hosté par mon propre front, les cross-origin resource sharing, ça passe. Le token CSRF, je le récupère, c'est les cookies, c'est génial. Donc on va voir maintenant comment se prémunir de ça. Alors, j'ai un tout petit peu triché parce qu'en fait, Angular se protège assez bien, même s'il y a certains use cases qu'ils n'arrivent pas à traiter, parce que des fois, c'est super compliqué. Ce qu'on va voir là, c'est comment se protéger côté back-end. Il y a une raison pour laquelle je vous montre ça côté back. Des fois, ce n'est pas vous qui allez développer votre front, qui va consommer votre back. Et en sécurité, il y a un principe, c'est qu'il ne faut pas être vecteur d'attaque. Vous n'allez pas savoir si un partenaire qui va consommer vos API, s'il va utiliser une techno qui sait gérer, on va dire, l'XSS, ou bien si c'est même ce que c'est que l'XSS. Donc, ce qu'on va faire là, c'est de l'input validation. Je vais aller dans le code de mon appli, et à l'endroit où je stockais en fait mon adresse, je vais faire de l'input validation en utilisant Hibernate Validator, mais il y a plein d'autres trucs qui font ça. Ici, je vais dire que je veux du safe HTML. En faisant ça, je dis explicitement que je ne veux pas que mon champ adresse contienne des balises script. Mais il y a plein d'autres frameworks qui font ça. Si vous utilisez chez Wasp, on a le Wasp Encoder. Et dans Spring, vous avez l'HTML utils et JavaScript utils qui vont plutôt escaper en fait, les caractères interdits, comme par exemple les caractères de balise. Alors que là, en fait, moi, j'ai pété une erreur. Je veux dire, si j'ai un script là, je pète. Je ne veux pas aller plus loin. Donc, on va vérifier si maintenant, je suis protégé de l'attaque. Je reviens. Bon, bien sûr, il faut que je me log à chaque fois. Voilà. Ici, je vais essayer de mettre l'adresse magique. Vous voyez, il y a toujours le by script. Et quand je l'enregistre, là, il faut que je fasse F5 peut-être. Quand je l'enregistre, à moins que je ne suis pas sur le bon contenu. Si, c'est bon. Donc vous voyez qu'il y a un message d'erreur. Et ce que je voulais vous montrer, c'est juste que dans la... Bon, je ne sais pas pourquoi il ne l'affiche pas. Ah, s'il est là. Voilà, j'ai une bad request sur le patch qui modifie l'adresse et il me dit Forbidden HTML Characters Detected. Maintenant, je suis protégé de mon attaque XSS. Pour finir, j'ai un truc encore plus sympa à vous montrer. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font du Spring Data REST? Ça, c'est pour vous. Alors, oups, voilà. Alors, au début, ce n'est pas intéressant ce que je fais. Je vais créer juste un panier, d'accord? Quand je crée un panier, par défaut, voilà, j'ai une adresse qui est vide. Il n'y a pas d'adresse dans mon panier. Là, je vais changer l'adresse de mon panier. Comme tout à l'heure, c'est du JSON patch. Replace de /address. Là, ça, c'est le pass dans le JSON que je veux modifier. Et je mets 15 rue de la Paix à Paris. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Vous voyez, maintenant, dans mon adresse, j'ai 15 rue de la Paix à Paris. Qu'est-ce qui se passe si, à la place de mettre un path, je mettais ça? Est-ce que c'est assez gros? Est-ce que vous voyez bien là, le ça là? Runtime.exec de calque.exe. Ça va marcher, ça va pas marcher? Alors déjà, qu'est-ce que ça fait ça en Java de base si on est sur une vraie application? Ça lance la calculatrice. Bon, attendez, on va voir ce qui se passe. J'envoie la requête. Ah, elle est arrivée derrière. Hop, vous
voyez, c'est là. Bon, attendez, je le ferme parce que quand même, sinon vous allez croire que je triche. Tac, je vais juste, Postman, je vais le mettre en plus petit pour voir juste que la calculatrice, elle arrive. Je refais send. Tata, c'est bien. Ça, c'est une remote code execution qui est due à un problème qui s'appelle l'insecure deserialization. En fait, Spring Data REST, comment il fonctionne? D'habitude, ici, il y a un pass, et il fait un espèce d'éval en JavaScript sur le JSON. Mais là, en faisant l'éval, il se fait avoir, en fait, il exécute le Java qu'il y a là-dedans, et c'est pour ça qu'il y a une grosse calculatrice qui démarre. Donc là, je peux lui passer n'importe quoi. Hein. Je peux lui faire le café si je veux. Et ça, en fait, c'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à un problème, c'est un bug, en fait, dans Spring Data REST. Dans la version 1.5.6, hein, si vous l'utilisez, de Spring. Bon, après, j'espère que vous n'êtes plus en 1.5. Hein. Mais il y a des outils, en fait, comme Dependency Track, qui viennent de la fondation OWASP, qui sont spécialisés, c'est open source, donc ils sont spécialisés dans la détection de vulnérabilité dans vos dépendances. Là, en l'utilisant, il me dit que dans la version de Spring Data REST que j'utilise, j'ai cette vulnérabilité. Et mon gars passe à la 1.5.9 parce que sinon, t'es mort. Donc, je vous conseille de mettre en place ce genre d'application, enfin, dans votre CI/CD, parce que ça va vous éviter tout un tas de problèmes. Donc, si vous voulez savoir comment on setup ça, il y a un lien dans mes slides. Donc ça, c'est le top 10 d'OWASP des erreurs les plus communes en sécurité. Si vous cliquez sur le top 10, là, vous allez avoir plein de documentation beaucoup plus approfondie que tout ce que je vais montrer. Et si vous devez partir avec une seule chose, c'est avec ça. Donc ça, c'est un super article que je vous invite du coup à aller regarder. Donc qui permet en fait de sécuriser tout un tas de frameworks, d'avoir une application safe en 20 minutes. Alors je vous laisse le scanner. Parce qu'on va finir là-dessus. Hein. Je sais pas. Bon, effectivement. Alors, personne n'a son son d'allumé, parce que sinon, vous aurez la petite musique de Disney avec les poupées. C'était un piège. Vous venez de vous faire ficher. Merci à tous. Et il n'y a pas de piège dans ce QR code.